En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. En cette année d'élection présidentielle, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir un géant de la presse dont la carrière a fait rêver tous les journalistes de ma génération, mais aussi un écrivain, Franz-Olivier Gisbert. Et c'est justement de son livre dont Fogg viendra nous parler, Histoire intime de la Ve République, le sursaut, qui vient de paraître chez Gallimard. Franz-Olivier Gisbert, il décrit la naissance de la Ve République sur fond de guerre d'Algérie, un conflit tragique qui continue de nous hanter. La guerre d'Algérie est-elle bien terminée? Faut-il en finir avec la repentance coloniale? Comment réconcilier les mémoires? Les réponses de Fogg en première partie d'émission. En seconde partie d'émission, toujours avec Franz-Olivier Gisbert, nous parlerons de l'héritage du général de Gaulle, également au cœur de son livre. Pour évoquer ce sujet, nous recevrons aussi le politologue Arnaud Benedetti, dont le nouvel essai « Comment sont morts les politiques, le grand malaise du pouvoir » vient de paraître aux éditions du Cerf. Le général de Gaulle a-t-il des héritiers? Comment expliquer la profondeur de notre déclin depuis sa mort? Peut-on redresser la France comme l'a fait le général en son temps? Les réponses de Franz-Olivier Gisbert et Arnaud Benedetti en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. François-Olivier Gisbert, bonjour. Bonjour. François-Olivier Gisbert, vous êtes une légende vivante de la presse, vous protestiez, mais vous avez été directeur du Nouvel Obs, du Figaro et bien sûr du Point, mais aussi un écrivain, et vous avez écrit bien des essais politiques, des romans, et votre nouveau livre chez Gallimard, Histoire intime de la Ve République, est en quelque sorte le roman de la Ve République. Le premier tome est consacré aux années de Gaulle, et peut aussi se lire, moi je trouve, comme une histoire de la guerre d'Algérie. Ah oui, tout à fait, c'était fondamental, évidemment, en 1958. De Gaulle est arrivé pour ça, d'ailleurs. À cause de la guerre d'Algérie. À cause de la guerre d'Algérie. Et ça résonne, je trouve, énormément avec notre présent. Et donc, j'avais envie de vous demander en quoi cette guerre nous influence-t-elle encore aujourd'hui? C'est fascinant de voir que c'est encore un sujet, tout le temps. Il y a un match, par exemple, Algérie-Maroc, regardez. La semaine dernière. Les Algériens arrivent pour fêter ça sur les Champs-Élysées. Ça devient toute une histoire. Enfin, on sent qu'on vit toujours là-dedans. C'est très intéressant parce que cette guerre, en fait, la France l'avait gagnée sur le terrain. Techniquement, enfin militairement, elle avait gagné, ça on le dit jamais, mais elle avait gagné. Mais le général de Gaulle pensait qu'il fallait partir. Et même, il est parti à toute vitesse, c'est-à-dire que dès qu'il a pu, dès qu'il y a eu un semblant d'accord avec le FLN à l'époque, c'était en 1962, il a dit à ce moment-là. Mais c'est fascinant cette phrase. Il le dit c'est dans les mémoires de Luther Noir que j'ai trouvé ça. Il dit mais la meilleure comment dire en amour, c'était la phrase de Napoléon. La victoire, c'est la fuite. Et ben en matière décolonisation, dit De Gaulle, la victoire, c'est la fuite. Et il fuit. Et la France fuit. Et elle laisse effectivement les Européens d'Algérie, d'ailleurs, qui sont massacrés à Oran, parce qu'il y a des scènes absolument atroces avec l'armée qui est là, qui voit et qui laisse faire, parce que c'est les ordres, ne bougez pas. Et puis, de l'autre côté, il y a, je sais pas si c'est 35 000, 50 000, parce que les chiffres, évidemment, varient, harkis qui sont littéralement massacrés, assassinés par les sbires du FLN. Oui, à l'époque. La guerre continue après les accords d'Évian. Et la question est un peu provocatrice, mais j'ai envie de vous demander, est-ce qu'elle est terminée finalement, cette guerre? On voit bien que non, mais c'est une très bonne question. Il y a quelque chose qui continue toujours en permanence. Vous savez, Macron, il a dit tout et son contraire sur la guerre d'Algérie. Il a dit d'abord une énorme bêtise qui était... c'était quand il a dit que c'était un crime contre l'humanité. Voilà, que la décolonisation était un crime contre l'humanité, ce qui dénote. Ça montrait d'ailleurs un manque total de culture historique, puisque les colonisateurs, ce sont les Arabes aussi. Ce sont les Arabes qui sont à Alger, qui ont pris le pouvoir à Alger. Demandez aux Berbères, notamment aux Kabyles, qui font partie de ce grand peuple berbère, avec les Mozabites, les Touaregs, les Juifs aussi. Demandez aux Kabyles ce qu'ils en pensent des Arabes. Ils sont déchaînés. Parce que ça continue. Moi, ce qui me fascine d'ailleurs, c'est que tous ces gens d'ailleurs qui écrivent sur l'Algérie, ils connaissent pas d'Algériens, ils ne connaissent pas. Mais quand vous parlez, quand vous allez là-bas, ça existe toujours. La Kabylie résiste. Ça fait longtemps parce que les Arabes sont venus au 7e siècle et ils ont colonisé l'Algérie. Donc
De Gaulle, d'ailleurs, il faisait, parce qu'il avait, lui, une culture historique, il faisait sans arrêt des allusions à ça, évidemment. Puis alors, avant les colonisateurs arabes de l'Algérie, enfin, ça s'appelait pas l'Algérie d'ailleurs à l'époque, avant les colonisateurs arabes, il y avait les colonisateurs romains, les colonisateurs ottomans aussi, qui ont colonisé l'Algérie à tour de rôle. Donc, nous, on arrive dans une histoire où l'Algérie a souvent été colonisée. Donc, c'était idiot, c'était une phrase stupide, il n'aurait jamais dû dire ça. Et après, il va parler de rente mémorielle. Alors là, il est bon, Macron. Parce que c'est vrai que c'est ça, c'est là qu'on en vient. Est-ce que le pouvoir aujourd'hui utilise cette guerre pour se maintenir ? Le pouvoir essaie de faire croire qu'il est une victime. Et il y a des Français pour le croire. D'ailleurs, c'est un peu l'histoire officielle de la Macronie, parce que la Macronie, il y a une histoire officielle de l'Algérie, de la guerre d'Algérie, qui est vraiment un copier-coller de l'histoire officielle du FLN. Bon, et c'est-à-dire que les Algériens seraient des victimes. Alors, si 60 ans après, l'Algérie en est là, alors qu'elle avait des richesses, c'est un peu comme l'histoire du Venezuela, c'est un pays très riche en matières premières, avec énormément de pétrole, du gaz, etc. Et à la fin, le pays, rien ne va, et la jeunesse s'en va. Elle est paniquée, elle veut partir à tout prix pour vivre ailleurs. Vous pensez bien qu'il y a des responsables qui ne sont pas les Français. Les responsables, ce sont les gens du FLN, cette espèce de mafia qui est arrivée au pouvoir en 1962, qui n'a pas quitté le pouvoir, qui a pris de l'argent, mais il y a ces détournements. Vous voyez, pourquoi la procédure des biens mal acquis touche surtout d'ailleurs des pays africains? Pourquoi ne pas s'intéresser à l'argent qu'ont gagné tous ces gens qui y a aujourd'hui des descendants de tous ces prévaricateurs qui ont des immeubles du côté des Champs-Élysées, avenue Foch, etc. Ça, c'est l'argent du peuple, c'est l'argent volé. C'est-à-dire Ben Bella était un prévaricateur. Il faut dire les choses. C'était soi-disant le grand chef du FLN. Enfin, mais attendez, on n'apprend pas ça dans les écoles. Mais il a fait le sandouk, mais c'est historique ce que je vous dis. Il a fait le sandouk, c'est-à-dire il a demandé à un moment donné, parce que bon, l'Algérie était à terre, évidemment. Quand ils prennent le pouvoir, le FLN, c'est une espèce de mafia islamo-marxiste. Et prend le pouvoir il faut après la guerre. Ils prennent le pouvoir avec des idées idiotes. C'est-à-dire que Ben Bella, il va, par exemple, nationaliser les cafés. Tu parles, ça évidemment, on voit tout de suite le résultat. Et donc... à un moment donné, de toute façon, tout marche comme ça, et l'économie se casse la gueule, et là-dessus, il fait un grand appel au peuple algérien, donnez de l'argent, aidez-moi, aidez-nous, etc. Donc on envoie les Algériens qui sont comment dire, patriotes, ils envoient toutes sortes de choses, des colliers, etc., beaucoup d'argent. Vous savez où c'est resté? Dans le bureau de Ben Bella, tout ce qui était valeur. Et d'ailleurs, Boumedienne, l'autre prévaricateur, quand il arrive au pouvoir, qu'est-ce qu'il voit? Et d'ailleurs, il en fait grand cas. Regardez, il avait gardé l'argent du sandouk dans son bureau. Et l'argent du sandouk, où il est? Il est disparu. Donc Boumedienne, vous voyez, et tout est comme ça. Alors Boumedienne, il rajoutait autre chose par rapport à Ben Bella, c'est que lui, il tuait. Voilà, il faisait assassiner, crime Belkacem, etc. Effectivement, le régime algérien a plein de défauts. Je peux que vous suivre là-dessus, mais est-ce que Emmanuel Macron s'exprime aussi pour les Algériens qui vivent en France ou les Français d'origine algérienne? Il a multiplié les gestes mémoriels à l'égard d'Algérie. Il a reconnu le massacre d'octobre 61. Oui, il a annoncé qu'il allait ouvrir les archives. Est-ce que c'est des gestes de réconciliation des mémoires bienvenus ou est-ce que c'est une forme de repentance? Ah non, mais moi je trouve il faut faire évidemment des gestes de réconciliation. On doit parler avec l'Algérie, mais on doit parler d'égal à égal. Si on parle avec eux à genoux, ça donne ça. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, Macron est devenu une victime. Il est sadisé littéralement par les Algériens, par les successeurs des prévaricateurs. Et franchement, vous savez, le régime algérien, il y a quand même eu, sur cette longue période, des gens qui étaient bien. Comme par hasard, Mohamed Boudiaf, qui était président, a été assassiné. Par qui? Devinez. Ensuite, il y a eu le général Serwal, mais qui est parti, qu'on a eu marre, un homme qui est quelqu'un de réputé extrêmement honnête. Ensuite, vous aviez eu Abdelaziz Bouteflika. Bon, ça a très bien commencé. Le problème, c'est qu'il est resté au pouvoir un peu trop longtemps et que tout le monde s'est un peu servi très longtemps, autour de lui. Oui, très longtemps. Mais enfin, au début, c'était aussi quelqu'un de rigoureux, d'honnête. Donc, il faut pas jeter, faut pas mettre jeter le bébé avec l'eau du bain. Voilà, il y en a. Mais si vous voulez, globalement, c'est un régime véreux.
Et quand c'est un régime véreux, on se met pas à genoux en disant pardon, 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 parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Je pense que la réconciliation, elle peut se faire quand on est debout. Et d'ailleurs, pourquoi ça a été si compliqué cette décolonisation? Parce que c'est quand même fascinant de penser que là, on est en train de parler de l'Algérie, mais De Gaulle, il a décolonisé, mais à tire-larigot, toute l'Afrique. Il était pour la décolonisation. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas ce conflit-là avec d'autres pays. Là. Depuis les années 30, il était pour la décolonisation. Il l'a dit, faisait partie de ces militaires qui disaient mais qu'est-ce qu'on va faire de ces aventures? On va y revenir. C'est malheureusement le moment de la pause. C'est trop court, mais on y revient après la pause. Vous restez avec nous, François-Olivier Gisbert, sur Sud Radio. Les prophéties du général de Gaulle au sujet d'un déferlement migratoire des anciens peuples colonisés sont-elles en train de se réaliser? Après la francisation de l'Algérie coloniale, l'heure est-elle venue de l'algérianisation de la France? Les réponses de Fogg en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio. Le journaliste et écrivain François-Olivier Gisbert répond à nos questions en toute vérité. François-Olivier Gisbert, dans votre livre, vous expliquez clairement que De Gaulle a fait la décolonisation pour éviter les déferlements migratoires. Vous citez ces propos qui n'avaient rien de politiquement correct. J'ai retenu quelques phrases. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans, qui demain seront 20 millions et après-demain 40 ? Ou encore, si tous les Arabes et les Berbères étaient des Français, comment les empêcherait-on de s'installer en métropole? Mon village ne s'appellerait plus Colombelle et 2 églises, mais Colombelle et 2 mosquées. Alors lorsqu'on lit ces propos, on se dit qu'une partie des prophéties du général de Gaulle sont en train de se réaliser via l'immigration. Est-ce le cas selon vous ? Oui, en partie, mais alors il faut contextualiser ces propos. Parce qu'à l'époque, De Gaulle les tient pour convaincre qu'il faut, donner l'indépendance à l'Algérie, qu'il faut partir. Parce qu'il est en bagarre. Il faut bien voir, il est arrivé au pouvoir sur un monumental mensonge. C'est-à-dire les militaires en Algérie ont fait un coup d'État autour du général Massu, qui est un hyper-gaulliste, compagnon de la Libération, grand héros de la Libération, quelqu'un qui gagne toutes les batailles d'ailleurs, et qui est très très proche du général de Gaulle, Jacques Massu. Et avec général Salan, qui lui-même a lancé un appel à De Gaulle quand même, et voilà, et puis qui a terminé un grand discours important à un moment donné, historique, où il dit « Vive De Gaulle », il termine par « Vive De Gaulle ». C'est-à-dire les militaires font pression, ils font une sorte de coup d'État en Algérie, et ils font pression sur la métropole en disant allez, mettez-nous un homme d'État dont on a envie, on n'en peut plus de ces types de la 4ème République, et on veut gagner cette guerre, on veut les moyens, et c'est De Gaulle qui va nous faire l'Algérie française. On veut l'Algérie française, et on veut donc le général de Gaulle. Sauf que De Gaulle n'en veut pas en réalité. Mais non, mais De Gaulle, il est dans la combine. Il est dans la combine, on le sait. Pour reprendre le pouvoir, mais il ne croit pas. Bien sûr, mais lui-même, depuis 1944, vous avez tout à fait raison, dans les années 50, il dit à tout le monde, mais ça ne pourra pas marcher. Il est pour l'indépendance. Et de temps en temps, d'ailleurs, quand un de ses proches, il y a beaucoup de ses proches qui sont en Algérie française, ça a commencé par évidemment Michel Debré, il y a quelqu'un qui a disparu de la circulation très vite après 1958, qui est Léon Delbecq aussi, il dit toujours la même chose, il dit, vous voyez le général de Gaulle lâcher un bout de territoire. Donc il essaie, vous voyez, par des petites phrases, mais jamais très nettes, de faire croire qu'il est d'accord avec eux. Mais évidemment, il veut l'indépendance. Et ça commence tout de suite. Donc il arrive au pouvoir sur ce mensonge. Avec, d'ailleurs, il faut bien voir, regardez 1958, l'Assemblée nationale, qui est remplie de députés gaullistes, ils sont tous Algérie française. Donc il faut convaincre. Donc il tient ses propos aussi en permanence pour convaincre que c'est une mauvaise idée. Il n'est pas le seul. D'ailleurs, il y a une phrase marrante d'Édouard Herriot, à l'époque, qui est un de ses grands ennemis, qui est un politicien, on peut dire, typiquement de la 4ème République, qui est un personnage extrêmement lettré, très drôle, très amusant, qui est rentré d'ailleurs à l'Académie française, qui est vraiment et qui est un rigolo, radical socialiste typique. Et il disait toujours, ce sont les pays colonisés, les ex-pays colonisés qui vont coloniser la France. Ils sont en train de coloniser la France. Vous voyez, quand il tenait ses propos, c'était c'était l'avis d'un certain nombre de personnalités importantes. Et De Gaulle, c'est vrai, vous avez raison, c'est son obsession. Et d'ailleurs, il en est à dire qu'il faut faire une politique des quotas.
Il n'a pas peur de ça. C'est-à-dire, il n'a pas de complexe. Vous voyez, bon, à l'époque, on aurait peut-être, enfin, aujourd'hui, on dirait qu'il était raciste, mais c'est pas du tout ça. D'ailleurs, il est pas raciste. Il a prouvé, il a décolonisé l'Afrique. Il est devenu copain de tous les chefs d'État africains. Il passait ses journées avec eux, à leur rendre des services, s'occuper des rendez-vous de dentiste, les séjours en hôpital, etc. Bon, et parce qu'il les aimait. Il dit toujours, presque sa carrière politique a commencé au Cameroun, à Douala, quand il était accueilli par une foule de Camerounais qui disaient de Gaulle, de Gaulle, de Gaulle, et c'est à ce moment-là qu'il s'est senti il les aimait, transporté, emporté par un destin. Bien sûr qu'il les aimait, qu'il avait un lien particulier avec eux, mais il disait tout de même qu'il voulait mener une politique de civilisation, d'ailleurs. Voilà, non mais c'est ça, on vient là-dessus. C'est-à-dire, en fait, c'était du Samuel Huntington avant l'heure. Samuel Huntington, c'est cet universitaire américain qui a fait ce grand livre qui s'appelle Le choc des civilisations, où il explique que, bon, c'est après l'effondrement du régime communiste, on a l'impression que tout va aller bien après, puisqu'il n'y a plus de guerre Est-Ouest, etc., que tout le monde va s'entendre. Et il dit, ben non, de toute façon, maintenant, on va revenir à ce qui a toujours existé, c'est-à-dire, ce sont les civilisations avec leur religion, ou leurs idées maîtresses, qui vont reprendre. Et ça s'est passé comme ça. D'ailleurs, De Gaulle l'avait prévu. J'adore cette phrase, incroyable, incroyable. La Russie va absorber le communisme comme un buvard, mais c'est passé exactement comme ça dans les démocraties populaires, etc. Les civilisations ont absorbé les idéologies. Voilà. Et c'est ça son truc. Et donc, lui, c'est chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. Oui, c'est ça la philosophie du général de Gaulle. Je vous citant De Gaulle, hein, on n'intègre pas des peuples avec leur passé, leurs traditions, leurs souvenirs communs de batailles gagnées ou perdues, leurs héros. Mais quand je lis et j'entends ça, alors je sais que vous n'êtes pas très zémourien, mais j'ai l'impression d'entendre Éric Zemmour qui parle de politique de civilisation et qui affirme lutter contre le grand remplacement. Est-ce que finalement, quand il dit ça, Éric Zemmour, il ne fait pas du gaullisme ? Ah, on peut dire ça d'une certaine manière. Vous dites, je ne suis pas zémourien, mais Zemmour, il ne dit pas que des choses fausses. Il y a des choses que j'approuve, d'autres que je désapprouve, mais ça, c'est tout à fait normal. Mais moi, ce qui me frappe dans la campagne électorale actuelle, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde est obligé de se raccrocher au général de Gaulle. Il n'y a pas que Zemmour. On va en parler. Parce qu'il y a un côté, mais pas seulement sur tous les sujets. Il y a un côté prophétique. Ouais. C'est-à-dire, bon, de Gaulle, moi je ne suis pas gaulolâtre, je ne cache rien. Il a du sang sur les mains, tout ce que vous voulez. Oui, vous parlez des harkis, etc. De la manière dont il quitte l'Algérie. Il a fait tuer Darlan avant, pendant le. Enfin, tout ça, on peut le raconter. Mais en même temps, c'est un visionnaire qui a de l'avance. Et il pense effectivement que. Il ne faut pas que les ex-pays colonisés colonisent la France. Bon, l'Algérie, c'est pas une colonie, d'ailleurs, c'est encore pire. Ce sont 3 départements français, donc ils sont traités presque comme la France. Et ils trouvent ça absurde. Absurde parce que chacun chez soi, je le répète, c'est ça. Le résumé du gaullisme par rapport à tout ça, c'est chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. Donc, c'est pas l'idée que ce sont des peuples inférieurs, c'est au contraire, on n'a rien à faire là-bas, c'est autre chose. Et la France, c'est la France. Voilà, il dit, d'ailleurs, si vous aviez fini la citation, il y en a une autre qui est sur vous savez, c'est la célèbre parabole de l'huile et de l'eau. Ça se termine de toute façon. Les Français sont des Français, les Arabes sont des Arabes. Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il ne croyait pas en l'assimilation, mais il croyait en l'assimilation des individus, effectivement, et pas des peuples et des masses. Et j'en reviens du coup... Et à condition, évidemment, mais là, c'est plus le cas depuis des années, c'est que comment dire, contrôler l'immigration. Il faut que les flux migratoires, tout ça, soit tenu. Or, ce n'est pas le cas depuis quand même assez longtemps. J'en reviens, oui, justement, au présent. Vous parliez des matchs de l'Algérie. À chaque fois qu'il y a un match de l'Algérie, il y a des dégradations, des violences en France. Est-ce que pour vous, c'est un symptôme de l'échec de l'intégration ou de l'assimilation, justement? Et c'est lié à quoi? Au fait que vous avez commencé à le dire, les flux sont trop importants, au passé colonial qui ne passe pas? On peut dire c'est tout ça. Mais quant au passé colonial, je ferais purger une bonne fois pour toutes cette histoire. Et dire, par exemple, ce que je viens de dire, je trouve que des dirigeants français devraient le dire. Je pense, par exemple, quelqu'un comme Chirac,
il leur disait en tête à tête, parce que de toute façon, il avait combattu, parce qu'il avait fait la guerre d'Algérie, et il aimait les Algériens, il se faisait aucune illusion. Je pense qu'il leur disait, il faut leur dire ça. C'est-à-dire quand ils recommencent leur cinéma, et il faut le dire aussi, le faire dire par les autres. Il faut faire le contraire de ce qui est fait aujourd'hui. C'est-à-dire, moi je suis évidemment anticolonisateur, mais alors on va me dire, mais non, on colonisait pas l'Algérie, puis c'est des départements. Mais c'est pas vrai, c'est absurde. Enfin, on peut pas avoir des départements. On revient toujours à Samuel Huntington. De Gaulle était une sorte d'intellectuel du choc des civilisations avant l'heure. Voilà, qui avait beaucoup d'avance. Mais tout ça, on n'avait rien à faire là-dedans. C'est l'obsession du général. Rentrons chez nous. C'est ça. Et le 19 mars 2022, ce sera le 60e anniversaire des accords d'Évian. Certains, en Macronie, justement, veulent le célébrer. Est-ce qu'il faut le célébrer? Est-ce que c'est vraiment la date de la fin de la guerre? Ou est-ce qu'il faut non, puisqu'on vient plutôt de le remettre dire. justement la réalité en place? La guerre, elle continue. Un peu, je veux dire, c'est une guerre des mots, c'est une guerre idéologique. On voudrait qu'on soit coupable. Moi, je suis contre la colonisation. Je ne suis pas en train de défendre même ce qu'on a fait là-bas. Franchement, le sort des Algériens n'était pas tellement viable. Au niveau du droit de vote, c'était quand même... on avait monté un système où, voilà, ils pouvaient peser sur rien. Totalement inégalitaire. C'était un système absurde. Mais en même temps, nous avons colonisé comme d'autres. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne parlerait pas? Ça, c'est sûrement des blagues que devait faire le général de Gaulle quand il parlait avec eux. Par exemple, de la colonisation arabe qui continue, demander aux Kabyles. Regardez, par exemple, cette histoire incroyable du colonel Amirouche. Haït Hamouda, qui est un grand personnage de la guerre d'Algérie, le patron de la Wilaya 3, qui était un combattant colonel, on l'appelait colonel Amirouche, extrêmement autoritaire, violent, etc., qui est un des grands héros de la guerre d'Algérie. Il est mort. Bon. Il y avait une suspicion très forte, c'est qu'il avait été donné par les patrons du FLN qui n'en pouvaient plus de ce type. Bon. Aujourd'hui, c'est confirmé, vous savez pourquoi? Parce que Boumedienne, quand il arrive au pouvoir, il n'a qu'une obsession, c'est de récupérer les ossements, de les disperser, de les faire disparaître du colonel Amirouche. Tout ça est à raconter dans un livre formidable de Saïd Saadi, qui est un responsable politique, le docteur Sadi, et qui raconte ça dans un livre qui a été un best-seller incroyable, peut-être le livre le plus vendu depuis la Révolution en Algérie. On ne lit pas beaucoup en France, mais c'est un livre d'ailleurs qui a été publié à compte d'auteur, mais qui a été un succès absolument incroyable. C'est-à-dire que vous voyez bien que l'identité kabyle, quelques siècles après, elle reste là, elle reste forte parce que c'est un peuple qui a résisté, qui a toujours voulu garder son identité. Et ça, si vous voulez, c'est aussi quelque chose qu'il faut rappeler. Il faut leur rappeler tout ça. Merci François-Olivier Gisbert. On a compris, pour intégrer, pour faire la paix réellement avec l'Algérie, en fait, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Ça tombe bien, le titre de l'émission, c'est En toute vérité. Vous restez avec nous, François-Olivier Gisbert. On se retrouve après la pause. Arnaud Benedetti nous rejoindra. Nous continuerons à parler du général de Gaulle. Après lui, le déclin de la France et la mort de la politique. Les réponses de François-Olivier Gisbert et Arnaud Benedetti en toute vérité.